Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler d'analyse de concurrence et de part de marché. À l'agenda, nous verrons tout d'abord deux outils stratégiques importants pour analyser cette part de marché et le poids de la concurrence, c'est la matrice BCG et le modèle McKinsey General Electric. Ensuite, nous verrons un modèle d'analyse de la part de marché qui repose à la fois sur l'analyse de la pénétration, de la fidélité et de la consommation. Commençons par la matrice BCG. Comme on le voit sur l'image, la matrice BCG se compose de 4 cadrans. L'objectif, c'est de positionner les produits de l'entreprise en fonction de leur situation sur le marché et sur l'évolution de celui-ci. Cette utilisation stratégique va permettre de savoir s'il faut développer un produit, s'il faut conserver le produit, s'il faut exploiter le produit, s'il faut abandonner le produit et éviter ainsi des décisions stratégiques erronées. Développée par le Boston Consulting Group, la matrice BCG permet de positionner les produits de l'entreprise en fonction de leur positionnement dans le marché et de l'évolution de celui-ci. Le cadran 1, en haut à droite, va localiser les produits dilemmes. Ce sont des produits qui ont une part de marché relativement faible, mais qui se situent dans un marché en forte croissance. En présence de dilemme, l'entreprise doit décider d'investir ou non en vue de renforcer sa part de marché. La tâche du marketing sera de développer le produit. L'entreprise, si elle désire les développer, devrait y consacrer des moyens financiers importants, de manière à augmenter leur part de marché et les transformer en stars. C'est ainsi que ces produits stars, on va le trouver dans le deuxième cadran, en haut à gauche. Appelés stars ou produits vedettes, ils se caractérisent par une part de marché relative élevée et une croissance importante. La pénétration est forte sur un marché à forte croissance. Les vedettes vont assurer l'expansion et la réputation de l'entreprise, mais exigent de grands besoins financiers. La tâche du marketing sera d'assurer le maintien de la part de marché. L'entreprise doit y consacrer les moyens financiers suffisants de manière à garantir la poursuite de la croissance. À terme, cette croissance va ralentir et ces produits deviendront des vaches à lait qui vont se retrouver dans le cadran numéro 3. En bas, à gauche, les vaches à lait sont des produits qui ont une part de marché relative importante, mais dont le taux de croissance est faible. En phase de maturité, ils produisent une forte rentabilité et ne demandent plus de gros investissements. Ces produits génèrent des ressources financières importantes qui permettent à l'entreprise d'investir dans d'autres produits, notamment les produits dilemme ou les stars. La tâche du marketing sera d'entretenir une part de marché et la demande globale. Enfin, nous avons en rouge dans le cadran 4 les poids morts. Ce sont des produits qui ne connaissent ni croissance, ni part de marché relative importante. Ils ne contribuent pas à la croissance de l'entreprise. La tâche du marketing sera de désinvestir et de s'en dégager. Ainsi, l'axe horizontal, ce sera la part de marché relative. Attention, c'est une échelle inversée, du plus faible au plus élevé, et c'est une échelle logarithmique. Et en axe vertical, ce sera le taux de croissance du marché. Pour comprendre une application de la matrice BCG, prenons le cas d'une entreprise qui propose un certain nombre de produits. En fait, 5 gammes de produits. Des fruits rouges, des desserts à base de fruits rouges, des arômes de fruits rouges, des yaourts aux fruits rouges, des glaces aux fruits rouges et une restauration collective. Pour chaque gamme de la marque, on a calculé un chiffre d'affaires qui se trouve en seconde colonne, en milliers d'euros. On a calculé le chiffre d'affaires du principal concurrent et ensuite la croissance hors inflation. On va déterminer la part de marché relative. La part de marché relative, c'est les ventes réalisées par le produit X de la marque Y sur le marché Z par rapport
aux ventes réalisées par le produit leader ou le challenger sur le même marché. Regardons à présent les résultats. Les résultats de notre tableau et de notre analyse sont directement visibles sur le schéma suivant. Ce schéma est composé, comme tout schéma BCG, d'un axe horizontal, d'un axe vertical. Axe horizontal, c'est une échelle logarithmique inversée de la part de marché relative. Si cette part de marché vaut 1, ça signifie que la part de marché du produit de l'entreprise est équivalente à celle de son principal concurrent. Si elle est plus élevée, la part de marché de l'entreprise est plus élevée. Si elle est inférieure, la part de marché de l'entreprise est inférieure. Sur l'axe vertical, nous avons la croissance du marché. Nous allons tout de suite identifier en haut, à gauche, les produits stars. Ce sont des produits à forte croissance pour lesquels la part de marché de l'entreprise est élevée. Et ensuite, un peu plus bas, les produits vache à lait. Ce sont des marchés à croissance beaucoup plus lente, mais évidemment, ils constituent une grosse partie du chiffre d'affaires. Assez logiquement, ce sont eux qui génèrent les moyens pour investir dans les produits stars et les produits dilemmes. À noter que 3 produits sont considérés comme dilemmes: la restauration collective, les desserts préparés, les yaourts. Pourquoi? Ce sont des marchés à forte croissance, mais la part de marché de l'entreprise, la part de marché relative est relativement faible et toujours inférieure à celle de son principal concurrent. Enfin, dans un marché à croissance nulle, puisqu'on est à une croissance inférieure à 0%, on retrouve les poids morts, ou d'ailleurs les poids morts, donc les arômes, ou d'ailleurs la part de marché relative est très faible, elle est de 0,5. Dans ce cas-là, on pourrait conseiller d'abandonner les arômes, de continuer à investir dans la restauration collective qui risque de devenir très rapidement un produit star, de s'interroger sur les desserts préparés, les yaourts, et de continuer à investir dans la glace. D'où l'intérêt d'utiliser la matrice BCG. Une autre matrice très intéressante est le modèle McKinsey General Electric. Ce modèle fonctionne sur base du principe suivant. On va chercher à positionner les produits de l'entreprise en fonction de leur position concurrentielle et de l'attrait du marché. Comment va-t-on déterminer cette position concurrentielle? On va la calculer sur base d'un ensemble de critères d'évaluation, à savoir la part de marché, la croissance de la part de marché, la qualité du produit, la réputation de la marque, le réseau de distribution, l'efficacité promotionnelle, la capacité de production, la productivité, les coûts unitaires, les matières premières, la recherche, le développement et le management. On va aussi calculer l'attrait du marché, qui se mesure sur une série d'autres critères comme la taille du marché global, le taux de croissance annuel, la marge bénéficiaire passée, l'intensité de la concurrence, le savoir-faire technologique, la sensibilité à l'inflation, les besoins en énergie, l'impact sur l'environnement et l'environnement politico-socio-légal. Dans les deux cas, les critères retenus sont pondérés suivant leur importance au poids de l'ensemble de l'évaluation. Comment sont-ils calculés? Le décideur marketing évalue la position concurrentielle sur base d'un ensemble de critères choisis, un score de 1 à 5. 1 constitue le score le plus faible, 5 le plus élevé. Nous allons assez naturellement trouver ici un axe horizontal. Attention, échelle inversée, on part de la droite vers la gauche, avec la position concurrentielle. Plus on va vers la gauche, plus celle-ci est importante, et l'attrait du marché qui commence le plus faible vers le bas et le plus élevé vers le haut. Alors, que fait-on de cette matrice? On va définir, grâce à cette matrice, les actions stratégiques à développer en fonction du diagnostic posé. Et surtout, l'objectif est d'éviter des décisions stratégiques erronées. Prenons un exemple en regardant les résultats présents sur la matrice McKinsey. Nous avons agrandi la matrice précédente pour regarder les différents cadrans. Alors, nous avons 9 cadrans
qui sont chaque fois séparés en fonction de la valeur tant de l'attrait du marché que de la position concurrentielle. Cette valeur se répartit en 3 catégories. 1, c'est le plus bas, 2,33, 3,67, 5. On voit tout de suite qu'on a 3 grandes zones. La zone 1, 2 et 4, la zone 3, 5 et 7 et la zone 6, 8 et 9. Chacune des zones a une signification différente et va influencer la stratégie à adopter. Regardons maintenant les différentes zones. Si on regarde cette zone, 1, 2, 4, a priori, on va investir. Dans la 3, 5, 7, c'est plus délicat. Va-t-on vers un statu quo? Peut-être. Et la 6, 8, 9, l'idée est de dire un produit dans cette zone-là, il vaudrait mieux exploiter, abandonner. C'est la raison pour laquelle, généralement, on va essayer d'éviter qu'il y ait des produits dans ces zones 6, 8, 9. Dans ce cas-ci, l'entreprise a éliminé les produits 6, 8, 9 dans les cadrans 6, 8 et 9. Alors, dans le cadran 1, on est dans un cadran à double force. D'une part, la position concurrentielle est très importante. Deuxièmement, l'attrait du marché est important. Donc l'idée, on va investir pour croître au taux maximum acceptable. On va concentrer l'effort pour maintenir sa position. Le marché est porteur et l'entreprise est porteuse à une position concurrentielle forte dans ce marché. Dans le cadran 2, on est toujours dans une position concurrentielle élevée. Par contre, l'attrait du marché est un peu plus faible. On va donc y investir sélectivement. On va investir dans les meilleurs segments, on va accroître la compétence distinctive et la productivité. Dans le 3, on est déjà dans une situation plus délicate. Pourquoi? La position concurrentielle est importante, mais l'attrait du marché est relativement modeste. On va protéger et se reconcentrer. On va chercher la rentabilité immédiate. On va défendre ses forces sur les meilleurs segments. Ensuite, dans le cadran 4, position déjà moyenne au niveau concurrentiel, mais toujours un attrait du marché fort, on va investir pour croître. L'idée, on va attaquer le leader, on va investir sur ses forces et renforcer ses points faibles. Cadran 5, on est vraiment au milieu. Attrait de marché moyen, position concurrentielle moyenne. On va maintenir les plans d'action existants, se concentrer sur les segments rentables à faible risque. Cadran 6, c'est déjà beaucoup plus problématique. La position concurrentielle est moyenne, mais l'attrait du marché est relativement faible. On va protéger sa position dans les meilleurs segments, améliorer les produits, mais réduire l'investissement. En 7, par contre, on a un attrait du marché important, mais on a une position concurrentielle faible. On va se spécialiser sur ses forces, on va chercher à éliminer ses faiblesses et on va éventuellement se retirer si la croissance n'est pas durable. Pour le cadran 8, on est de nouveau dans une position concurrentielle faible et un attrait du marché moyen. L'expansion sera limitée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit légèrement étendre l'activité, soit réduire. On va rechercher des voies d'expansion à faible risque. Si ce n'est pas réalisable, on va réduire les investissements et rationaliser. Et enfin, dans le dernier cadran, on va vendre au moment le plus opportun, réduire les coûts fixes et désinvestir. On peut analyser la part de marché aussi, la part de marché proprement dite, part de marché absolue en volume, en valeur, le chiffre d'affaires, la part de marché desservie, la part de marché relative, la part de marché relative au leader. On peut aussi analyser la structure de la part de marché, le taux d'occupation, le taux d'exclusivité, le taux d'intensité, ou l'analyse dynamique de la part de marché permet de comprendre son évolution avec le taux d'exclusivité, le taux de fidélité. Énormément d'analyses sont disponibles au départ du système d'information marketing. Un exemple de ces applications consiste à étudier la part de marché, à analyser la part de marché. La question souvent posée, c'est une part de marché identique peut-elle présenter un profil différent?
poser la question, c'est souvent y répondre. Alors regardons ici le cas de 3 marques, A, B, C, qui ont chacune une part de marché quasi équivalente. 13% pour la A, 13% pour la B et 12% pour la C. Les autres compétiteurs de marché couvrant 62% et une part nettement inférieure aux 3 premiers. Si on regarde la marque A, elle a un taux de fidélité de 36%. Ça veut dire que les gens qui l'achètent la réachètent une fois sur 3, 36%. Son taux de pénétration sur le marché est de 37%, sa part de marché de 13%. Comment calcule-t-on cette part de marché? C'est la fidélité fois la pénétration. Donc pour la marque A, 36% fois 37%, donc 13%. La marque B, la fidélité est beaucoup plus importante que la marque A, par contre la pénétration est plus faible, ce qui donne une part de marché équivalente. La marque C a un profil encore plus intéressant, dans la mesure où ses utilisateurs sont très fidèles, plus d'une fois sur 2, ils réachètent le produit, mais malheureusement, le produit est peu présent dans la population, il a peu pénétré la population, ce qui explique la limite relativement faible de sa part de marché de 12%. Quand on veut regarder ces données, en termes de part de marché, on peut aussi s'interroger sur l'évolution de cette part de marché. Alors, si on regarde cette part de marché sous forme d'un graphique, nous allons avoir en abscisse la fidélité, l'évolution de la fidélité. On voit 30%, 40%, 50%, 60%. L'évolution en ordonnée de la pénétration, 10%, 20%, 30%, 40%. Et on voit l'évolution de chacune des marques en termes de part de marché, la marque A, la marque B et la marque C. Et donc cette part de marché correspond finalement à la pénétration fois la fidélité fois l'indice de consommation. Ici, nous allons faire intervenir 3 ratios intéressants. La pénétration relative, c'est le nombre de ménages acheteurs de la marque M par l'ensemble des ménages acheteurs de la catégorie de produits C. La fidélité apparente, c'est le volume de la marque par ménage acheteur de M divisé par le volume de catégorie par ménage acheteur de la catégorie C. Par exemple, la marque M dans le marché, la catégorie des poudres à lessiver. Et la part de marché sera le volume de la marque M par rapport au volume de la catégorie C de produits. Alors, regardons ce qui se passe à travers quelques graphiques. Nous avons ici l'évolution mensuelle de la consommation qui passe de 0, 13, 21, 24, 26, 28, 28, 28, 29 et 30%. C'est la pénétration. C'est le nombre d'acheteurs de la marque M divisé par le nombre d'acheteurs du produit P. Donc dans une catégorie de produits, ce sera par exemple le nombre d'acheteurs de la poudre à lessiver M sur le nombre d'acheteurs des poudres à lessiver pour textile blanc. Et puis nous avons un deuxième indicateur, un deuxième graphique qui nous permet de voir, faire apparaître la fidélité. La fidélité, pour rappel, c'est le volume acheté de M par acheteur de M divisé par le volume acheté de P par acheteur de M. Qu'est-ce que l'on voit? Il évolue de mois par mois et se stabilise aux alentours de 42%. Et enfin, nous allons obtenir un autre graphique, l'indice de consommation. Nous avons d'un côté, sur le côté gauche, pour une période de janvier à octobre, le pourcentage d'acheteurs de la marque M par rapport à l'ensemble des acheteurs du marché. Donc 29% d'acheteurs de la marque M par rapport à un marché de 100%. Et nous avons 37%, c'est le volume acheté de la marque M par rapport au volume acheté total du marché.
Ce qui fait que si l'on met le rapport entre le volume acheté par rapport à les acheteurs, 37 divisé par 29, ça fait 1,3. On peut ainsi calculer la part de marché, la pénétration fois la fidélité fois l'indice de consommation. En particulier, la part de marché serait égale à la pénétration 30% fois la fidélité 42% fois l'indice de consommation 1,3, ce qui nous fait une part de marché de 16,4%. Ces 16,4% sont intéressants, c'est une manière de calculer une part de marché et de voir son évolution. Évidemment, l'intérêt de le faire pour une marque, c'est de le comparer à ses concurrents et de positionner la marque par rapport à ceci, de comprendre pourquoi la marque a de meilleurs résultats ou de moins bons résultats que ses concurrents.